On va revenir sur le plateau central, place au débat, et je me tourne vers le blanc-noir. Le blanc-noir, ce n'est pas moi. Le blanc-noir, c'est Luc Michel, qui nous a fait l'honneur d'être là. Luc Michel, en parlant du Tchad, on parlait de la situation sécuritaire, on connaît les écueils de l'alternance politique chez nous, et la situation sécuritaire est très forte, est très importante. Au Tchad, notamment, on sait ces derniers mois, des insurgés libyens de Ansar el-Sharia sont en train de vouloir coaliser les tribus arabes pour s'attaquer aux populations toubou noires du sud du Tchad, nord du Tchad, et qui se trouvent au nord du Tchad et qui occupent ce qu'on appelle le croissant fertile de la base d'Aouzou, riche en pétrole, en gaz et en eau. Est-ce que cette action menée de concert avec les rebelles, des rebelles Janjaweed du Soudan, est-ce que cette action est capable de menacer, à même de menacer la sécurité au Tchad et de mettre en péril un peu le processus politique et démocratique au Tchad? On est au cœur de la boîte de Pandore géopolitique que les Occidentaux ont ouverte en détruisant la Jamaïria libyenne. Il faut partir de la situation libyenne. La Libye, c'est une population, moi je l'ai bien connue. Il y a des Libyens blancs qui sont de type ouest méditerranéen ou arabe. Il y a des Libyens noirs qui sont des Toubous. C'est la même population qui est à cheval sur effectivement la bande d'Aouzou. On est dans les vieux problèmes de Kadhafi avec le Tchad, là, et qu'on retrouve évidemment jusque Joufra et jusqu'à la côte méditerranéenne. Cette population jouissait de la totalité de l'égalité des droits sous Kadhafi. Avec l'arrivée de la nouvelle Libye du CNT et l'émergence de forces islamistes, les Noirs libyens ont été discriminés. Il y a par exemple des populations qui ont été déportées sur la côte méditerranéenne par les milices islamistes de Misrata simplement parce qu'elles étaient noires. Il y a donc une insurrection toubou dont les Occidentaux ne parlent pas parce qu'ils veulent minoriser ce qui se passe en Libye. Et il y a par exemple eu un troisième gouvernement libyen qui a été proclamé à Joufra. Les djihadistes profitent de tout ça et il y a deux grandes zones djihadistes actuellement. Il y a l'ancienne zone de contrôle d'Aqmi, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui se trouve dans une zone qui part de la ville libyenne de Sheba. On retrouve un homme qu'on connaît bien, c'est Mokhtar Ben Mokhtar, l'ancien Malboromen. Mais aujourd'hui, c'est un puissant chef de guerre avec des forces mécanisées, des missiles anti-chars, et il contrôle une vaste zone. De l'autre côté, on a un autre groupe islamiste, c'est effectivement Ansar el-Sharia, et qui est en pleine expansion. Tous ces gens sont entrés dans une compétition qui est la compétition entre Al-Qaïda et Daesh, donc le califat islamiste. Le résultat des courses, évidemment, c'est que des zones qu'on a négligé dans les médias occidentaux, parce que l'Occident nous parle de la Libye d'une façon infiniment moins forte que le chaos qui la traverse, effectivement. La logique djihadiste, elle est claire, ce sont des gens qui sont des transnationalistes, ce sont des gens qui ne reconnaissent plus les frontières, et donc on peut parfaitement, à partir de l'insurrection libyenne, voir, bien entendu, des forces djihadistes s'attaquer au Tchad. Mais moi, je voudrais quand même faire une constatation qui est toujours la même. Où voit-on émerger ces forces djihadistes? Chaque fois quand un régime africain se déclare panafricaniste ou veut se libérer du joug néocolonial. Lorsqu'on a annoncé au sommet de Washington ce que Obama a appelé donc cette vague de changement de régime, etc., j'ai fait 3 émissions spéciales pour Afrique Média. C'était le seul qui parlait de ça à l'époque. J'ai dit clairement, j'ai dit qu'Obama allait susciter des vocations panafricaines chez les chefs d'État qu'il attaquait. C'est vrai avec Idriss Déby, clairement. C'est vrai avec Paul Biya, moins clairement, mais de façon concrète. Et c'est vrai aussi avec Kabila, d'ailleurs. Tout simplement parce que les chefs d'État attaqués n'ont qu'une solution de s'en sortir réelle, c'est de se dégager de l'empreinte néocoloniale, et je suis tout à fait d'accord avec Hubert Kamga, nous ne sommes pas en opposition. La seule libération pour l'Afrique, qu'elle soit nationale ou transnationale,
c'est le panafricanisme. On a donc des chefs d'État qui sont en train de choisir une voie qui déplaît profondément aux Occidentaux. Et moi, je n'hésite pas à le dire, si le remodelage américain, puisque le terme qui est utilisé, c'est remodelage, comme si sur le grand échiquier mondial, les peuples et les États africains ou moyen-orientaux étaient des pions qu'on déplace, qu'on coupe en quatre. Si le remodelage a lieu, le panafricanisme est mort. Donc il y a une course de vitesse actuellement entre les projets de recolonisation au profit des Américains, cette fois de l'Afrique, et une deuxième vague qui est la tentative d'une série de chefs d'État lucides, certains par volonté, je dirais, politique et même idéologique, comme Obiang Manasogo, d'autres de façon pragmatique et concrète, comme Idriss Déby, Paul Biya ou autres. Il y a une volonté de se diriger vers le panafricanisme, de former ce que craignent, j'insiste là-dessus, ce que craignent le plus les Occidentaux, à un noyau dur du panafricanisme. Parce qu'il faut être clair et net. Si on attend le panafricanisme à 54 États, on ne l'aura jamais. Ça ne dérange pas les Occidentaux qu'on fasse des meetings. Tous les ambassadeurs occidentaux sont là aux grands-messes panafricaines à Dakar, à N'Djamena ou en Malabo. Ça ne les dérange pas. Par contre, qu'il y ait un amorçage d'union panafricaine au départ de 3, 4, 5 États, c'est la catastrophe pour eux. En vous rappelant, Henri, et je terminerai là-dessus, je dis souvent que les panafricanistes doivent étudier le pan-européisme. Moi, je combats des deux côtés. J'ai un pied sur chaque continent. Je suis aussi un pan-européiste. Pendant que je suis en Afrique ici, je suis en Roumanie dans un grand débat dans la presse avec l'implantation des missiles. Bien, il y a une chose qu'il faut être clair. Qu'est-ce qui a permis l'émergence de l'Union européenne? Ce n'est pas l'Union, ils n'étaient pas 28 comme ils le sont, ou 30. Ils étaient 6, dont 2 seuls, bon, le petit Benelux, avec le tout petit Luxembourg, mais il y avait la France, l'Allemagne, ce qu'on appelait le binôme franco-allemand. C'est de ça qu'est sorti ce qu'on appelait la CECA, d'un traité économique. Ils ont raté l'armée européenne. Le charbon et l'acier. Voilà, le charbon de l'acier. Ils ont raté la communauté européenne de défense. C'est la catastrophe parce que le verre était dans le fruit dès le départ. Et puis, ils ont grandi. Ça a été la CE, l'Union européenne. Ça a abouti à l'Europe des 28, à l'euro. Moi, je ne suis pas contre l'euro. L'euro est une belle réalisation pour les peuples européens. Mais il n'y a pas d'armée européenne et donc leur défense est assurée par les États-Unis, par l'OTAN. C'est ça la crainte des Occidentaux. Donc il y a une course véritablement diplomatique, militaire, et au milieu de tout ça, il y a ces tentatives de déstabilisation. Une dernière chose, quand on parle de l'opposition, il faut quand même savoir de quoi on parle. Il y a 2 oppositions. Il y a une opposition dans tous les pays africains. Il y a une opposition patriotique. Des gens comme Bandakani, c'est un homme d'opposition au Cameroun. Il y a une opposition patriotique qui sait, face à une agression, soutenir le pays. Et il y a une opposition fantoche, qu'on appelle le Côte, la Corrette, tous les autres, qui sont des marionnettes instrumentalisées à Washington, à Paris, à Londres, à Madrid, à Berlin, et qui, eux, veulent simplement, généralement par appétit matériel, veulent déstabiliser et détruire leur pays. Si un dialogue doit intervenir au Tchad, il doit intervenir évidemment avec l'opposition patriotique, avec des forces politiques réelles tchadiennes. Merci Luc Michel sur ce développement.